Le 10 octobre 1863, à Napierville, voit le jour une autre légende qui envahira le monde, Louis Cyr. Le Québec est victime d'une grave crise économique, mettant en péril beaucoup de Québécois. Jusqu'à l'âge de 15 ans, Louis Cyr vit sur la ferme familiale. Comme 1 million de Québécois, Louis Cyr et sa famille partiront à la recherche d'un monde meilleur pour les États-Unis dans l'État du Massachusetts. Commencera pour lui la carrière de l'homme le plus fort du monde, qui le mènera partout en Amérique et en Europe. Beaucoup de ses records sont homologués et encore en vigueur. En 1917, le gouvernement fédéral du premier ministre Borden décrète l'enrôlement obligatoire, la conscription. Tous les hommes célibataires et veufs sans enfants de 18 à 45 ans, en santé et de bonne constitution, doivent s'enrôler. Ceux qui sont exclus sont les hommes mariés, les pères de famille et les gens handicapés. Dans l'esprit de beaucoup de Canadiens français, c'est la guerre des Anglais. Aussi, le service militaire se fait exclusivement en anglais. Il y eut un grand nombre de manifestations qui tournèrent à l'émeute, comme à Montréal et surtout à Québec, où il y eut mort d'hommes. Beaucoup deviennent déserteurs. Mon grand-père Ernest Lucier fut capturé et mis en prison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Profitant d'agitation à l'extérieur, lui et d'autres détenus empilent des matelas et y mettent le feu, forçant l'évacuation de la prison, leur permettant une évasion. Il fut sauvé grâce à la fin de la guerre. Il y eut beaucoup de cas d'automutilation. Mon grand-oncle, Edmond Côté de Châteauguay, recevant sa convocation du gouvernement, enleva sa chaussure et son bas. À l'aide d'une hache, sectionna son gros orteil. Devant le démon de l'alcool et ses fléaux, se dresseront des lignes de tempérance. Le patronat et les églises forçant le gouvernement américain votant une loi interdisant la consommation et la production d'alcool. Le Mexique suivra ainsi que le Canada. Sauf le Québec. Devant une Amérique qui a soif, c'est une grande fortune sur un plateau doré pour le crime organisé. 90% de l'alcool consommé illégalement aux États-Unis viendra du Québec. Le terme bootlegger vient du slang américain désignant quelqu'un cachant une bouteille d'alcool dans ses bottes. Natif de Farnham, Conrad Labelle est un boulanger travaillant dans la boulangerie familiale à Champlain, à l'entrée de l'État de New York. Très tôt, il remarque des voitures de luxe passant la frontière américaine livrant des colis douteux. À son tour, il commence à distribuer le nectar maudit à bord de sa carriole de boulanger. 1 litre d'alcool, payé 1,28 $. Une fois passé la frontière américaine, se vendait entre 4,40 $ et 7,04 $. En peu de temps, il fait l'achat d'une Cadillac qu'il fait blinder, remplacer les pare-chocs par des rails de chemin de fer, un réservoir d'essence surdimensionné et blindé aussi. Son alcool est légal au Québec, acheté tout simplement à la Régie des alcools du Québec. De nuit comme de jour, à 130 km/h, il passe la frontière américaine
par toutes sortes de voies possibles. Terres agricoles, sentiers, chemins forestiers vers Plattsburgh, où il a de multitudes de caches secrètes. En peu de temps, il a une flotte de 39 voitures de luxe à grande capacité de chargement. Mon père me racontait d'avoir vu des convois en pleine tempête de neige traverser le village, des voitures de marque Pierce Arrow, des 12 cylindres en ligne, défoncer les bancs de neige de la route du village de Sherrington, laissant loin derrière les véhicules de la police des liqueurs du Québec et la police montée du Canada. Conrad Labelle pouvait aller se chercher jusqu'à 80 000 $ par convoi. N'oublions pas que nous sommes dans les années 20. Il achète le silence des douaniers pour 10 000 $ par semaine. Il devient le fournisseur de l'Est des États-Unis et un collaborateur d'Al Capone. La rumeur veut qu'au sommet de sa gloire, il avait 500 voitures et camions, 3 goélettes et 800 personnes à son service. Conrad Labelle fait gros et dépense gros. Il est un homme d'excès. Il allume ses cigares avec des billets de 100 $. Jeux, alcool, femmes et dépenses de luxe, tout est démesuré. Il cesse ses activités en 1933. Il se retire à Venise en Québec où il décède calmement le 2 janvier 1995 à l'âge de 96 ans. La conscription est votée au Canada. Aux hommes valides, on dispensera les hommes mariés. Entre le 22 avril et le 14 juillet 1940, on donne le temps aux célibataires de se marier. Cette période prendra le nom de la course au mariage. Des milliers de célibataires chercheront une épouse. À l'église Saint-Athanas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un mariage aux 15 minutes. On compte jusqu'à 31 mariages par jour à l'église Notre-Dame des Auxiliaires, toujours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y eut 24 camps de prisonniers de guerre au Canada, numérotés et identifiés selon la dangerosité des détenus, de blanc, gris et noir. Le camp numéro 41, gris du Fort Lennox. Avec le temps, on s'aperçoit que les prisonniers allemands et autrichiens sont en fait des Juifs. Le camp deviendra un camp de réfugiés, redoutant quand même la présence d'espions. Le camp noir 44 de l'Institut Feller de la Grande Ligne à Saint-Blaise accueillait jusqu'à 1500 prisonniers nazis, officiers de haut rang. Depuis 1947, l'Amérique du Nord construit son grand réseau d'autoroutes. Commencera à pointer vers le nord la plus grande autoroute inter-État des États-Unis, la 87, partant de la ville de New York, qui viendra faire connexion avec l'autoroute 15 vers Montréal. En même temps, nos pionniers venus d'Europe, des régions et de la localité façonnent de leurs mains et leur sueur cet océan de légumes si cher à mes yeux. Cet axe routier sera le premier canal permettant aux savoureux produits de Sherrington à nourrir les consommateurs de l'Amérique.